Bonjour, donc on est parti pour cette dernière ligne droite du cours sur la négociation. Et aujourd'hui, on va se concentrer complètement sur la question des négociations dans les processus de décision sur l'environnement. Ça va être une séance pas mal fondée sur mes travaux, ou ceux que j'ai fait avec des collègues proches. Et le genre de questions qu'on va se poser, ça va être des choses comme: est-ce que les décisions qu'on prend en matière d'environnement sont des décisions négociées? Dans quel sens ou jusqu'à quel degré? La deuxième grande question qui va être un fil conducteur tout au long du cours, c'est que quand on parle de décider de manière négociée sur l'environnement, l'idée qu'on se fait facilement, c'est l'idée d'une sorte de grande négociation par laquelle on mettrait tout le monde autour d'une table, pour reprendre l'expression consacrée, et on déciderait sur l'environnement. Or, il y a une autre alternative à ça, c'est l'idée d'intervenir dans des processus, de décision réelle qui sont complexes par des négociations. C'est-à-dire qu'on ne remplace pas la complexité de la décision par une négociation, mais on intervient par des négociations dans la conduite complexe de l'action et de la décision. On va s'intéresser à des questions comme le repérage des places et des rôles de la négociation dans la décision. On va se demander comment conduire ces négociations, jusqu'à quel point ça a un impact, et puis on va passer pas mal de temps aussi sur la question des conflits d'environnement. C'est-à-dire, comment on fait pour régler des conflits d'environnement, et notamment la dernière partie de la séance va être consacrée à Notre-Dame-des-Landes, qui est la mère de tous les conflits d'environnement récents, et qui est un véritable cas d'école. Avant, pour commencer, il faut quand même qu'on se penche 2 minutes sur la notion de décision. Est-ce que la décision est un acte, je décide, ou bien un processus, ou bien est-ce que c'est un constat ex post? La question est très importante depuis un livre de 1978, je crois, de Lucien Sfez, qui s'appelait Critique de la décision, et qui est un livre qui démonte littéralement la notion de décision, et qui démonte tous les modèles de pensée dans lesquels on a un décideur qui pose à plat les données du problème et qui décide pour retenir une solution. Donc depuis ce bouquin-là, c'est très difficile de défendre l'idée d'un décideur qui prend une décision sur la base de données qu'il a posées à plat. Tout le monde se rend compte que c'est un modèle simpliste et abstrait, mais qui ne représente pas la réalité des décisions. Donc, du coup, comment réagir par rapport à ça? Alors, pour certains, c'est un repoussoir, ce modèle, ou un levier d'analyse, c'est-à-dire que les gens qui sont restés sur des modèles intellectuels très axés sur la décision, par exemple tous les gens qui raisonnent en termes d'optimisation, ils sont obligés de se positionner par rapport au fait qu'il n'y a pas un décideur qui optimise, mais des processus complexes de décision. Par exemple, Bernard Roy, qui est un grand spécialiste du choix multicritère, prend un énorme soin à aménager tout ce qu'il écrit sur la manière dont on peut mettre en œuvre les méthodes multicritères pour que ce soit adapté à la réalité de processus de décision complexes et que ça ne revienne pas à projeter l'imaginaire d'un décideur rationnel sur les processus de décision complexes. Donc de bien faire la part des choses entre le décideur comme un concept abstrait pour fonder la notion d'optimisation, et la réalité des décisions. Vous avez vu aussi dans le début du module négociation la posture de Howard Reifa, qui lui prend sa distance en disant les raisonnements conceptuels peuvent être d'un intérêt pour un vrai décideur, en l'aidant à avoir des schémas de compréhension des situations. En revanche, on ne peut pas du tout projeter sur les décideurs réels les postulats qu'on fait ou les bases de calcul qu'on peut imaginer dans l'univers abstrait. Donc, on ne peut pas ignorer ce gap entre l'idée du décideur et la réalité des processus de décision.
Alors, à l'autre extrême du continuum, il y a l'idée que la décision, c'est simplement une sorte de constat ex post. C'est-à-dire, c'est l'idée de constater qu'une situation qui était indéterminée dans ses outcomes, à un moment donné, est redevenue simple, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'envisager plusieurs outcomes possibles. La situation s'est reclose en quelque sorte, le dossier est clos comme on dit, c'est-à-dire que la situation n'est plus susceptible de déboucher sur des résultats divers. Donc ça, c'est la décision comme un constat ex post. On ne sait pas exactement à quel moment on est passé de la situation était ouverte à la situation est fermée, mais la décision, ça devient... La décision, c'est l'idée d'une sorte de constat a posteriori qui consiste à dire, ok, cette situation, maintenant, elle est fermée. C'est-à-dire qu'on n'envisage une seule suite au processus. Et puis entre les deux, il y a l'idée fondamentale qui est que la décision repose sur un processus, c'est-à-dire un ensemble d'interactions qui vont vers une clôture de la situation, qui sont décisifs pour le contenu de la décision. Donc la décision, on peut la voir comme un processus dans le temps qui va transformer une situation qui se présentait d'une certaine manière en une situation close qui n'a plus qu'un outcome possible. On verra tout à l'heure sur Notre-Dame-des-Landes, on est dans une situation au départ où la question est ouverte, est-ce qu'on va faire ou pas l'aéroport ? Et au terme d'un processus qui dure 20 ans, eh bien, on a à la fin une situation dans laquelle maintenant tout le monde est fixé sur le fait qu'on ne va pas faire l'aéroport. Hein, mais il ne faut pas confondre l'idée de la décision comme constat ex post, ce qui était ouvert en termes d'outcome maintenant est fermé, et puis l'idée de processus de décision. Enfin, il y avait les notions de procédure et de processus qui vont être très importantes. Procédure, c'est les règles sur la manière de conduire dans le temps les procédures administratives ou juridiques de décision. Processus, c'est la réalité des interactions telles qu'elles se produisent en réalité. On va en voir plein d'exemples dans les cas que je vais vous dérouler aujourd'hui. Est-ce que vous avez des éléments de discussion sur cet aspect de décision ? Est-ce que c'est clair pour vous, cette notion de la décision comme un acte, je décide, avant, après, comme un processus qui s'étale dans le temps et qui met en œuvre toutes sortes de participants et d'interactions, ou bien comme un constat ex post qui consiste à dire, ben voilà, il y avait une situation indéterminée, maintenant elle est fermée et stabilisée, donc il y a eu décision, même si je ne peux pas mettre le doigt exactement sur l'endroit où ça s'est décidé. Ça vous va ? Alors, donc, une fois qu'on a remis cet aspect de la décision à peu près en ordre, il reste la question de la négociation. Donc, on est fondé à se demander quelle est la place de la négociation dans le processus de décision, quels sont les rôles que joue la négociation, c'est-à-dire est-ce qu'elle fait une différence ou pas, à quoi sert-elle, est-ce que pour un acteur qui s'intéresse à l'environnement, la négociation lui offre des leviers, soit pour infléchir le processus, pour le pousser à prendre d'autres chemins, soit pour changer les résultats, ou les deux bien sûr. Alors dans cette première étape, je vais m'appuyer sur une étude de cas tirée d'une recherche d'Isabelle Dubien et Yann Laurence pour l'ADEME, qui date de 2000 et qui a porté sur les conflits de localisation des incinérateurs d'ordures ménagères. Et donc ils se sont intéressés, on va voir les questions de place et de rôle de la négociation dans les procédures et les processus. Alors, comment ont-ils procédé ? Quel était l'enjeu d'abord ? L'enjeu, c'était que beaucoup de dossiers d'incinérateurs étaient très conflictuels. Et que souvent, ces conflits passaient par des argumentaires sur la santé, du genre les opposants aux incinérateurs insistaient sur le fait que ça avait des conséquences possibles néfastes sur la santé. Et donc pour l'agence qui s'occupait des déchets, l'ADEME, la question était est-ce qu'on peut mieux gérer ces conflits
et les argumentaires sur la santé. Donc, Isabelle Dubien et Yann Laurence ont réalisé 3 études de cas détaillées, des monographies sur des processus de décision en matière d'incinérateurs. Ce qu'ils ont constaté, on le voit dans la cartographie que je vous ai imprimée là, c'est qu'en fait, dans les 3 cas qu'ils ont étudiés, on retrouvait exactement les mêmes composantes. Donc, ce qu'on a dans la ligne continue, la flèche épaisse en haut, c'est la procédure. Donc, je vous passe la procédure en revue. On arrive à un stade où les décharges de déchets sur le territoire sont saturées. Les élus sont amenés à créer un syndicat mixte pour l'élimination des ordures ménagères. Ensuite, ce syndicat mixte doit choisir une stratégie d'élimination des ordures ménagères. Et donc, en l'occurrence, dans cette stratégie, il va y avoir un incinérateur, puisqu'on est sur des études de cas où il y a eu des incinérateurs. On étudie les sites possibles. On obtient l'accord de principe d'une commune. Une fois que ça c'est fait, on va choisir une société d'exploitation pour concevoir, construire et exploiter l'incinérateur. Ensuite, cette société va faire un projet détaillé d'incinérateur qui va être proposé à l'enquête publique, puis obtenir son autorisation préfectorale. Et une fois que ça c'est fait, on arrive à la construction et à la mise en fonctionnement. Ça, c'est ce qui est prévu dans la procédure. Alors, ce qu'ont fait Isabelle Dubien et Yann Laurence, en s'appuyant sur un papier que j'avais écrit en 98, c'est de dire, prenons un processus de décision comme celui-là et voyons à quel endroit il y a des négociations. Et donc, ils ont étudié en détail le processus en faisant des entretiens auprès des acteurs. Et ils sont allés chercher à quels endroits il y avait eu des négociations. Et donc, les flèches qui sont en dessous sont des flèches qui nous montrent les différentes négociations qui ont eu lieu. Dans chacune des 3 études de cas, on retrouve les mêmes négociations. Donc, la première, c'est une négociation entre les élus du syndicat mixte pour constituer le syndicat mixte. On a les élus du territoire, il faut qu'ils constituent un syndicat mixte. Alors, à quoi ressemble cette négociation? C'est la diapo suivante. Cette négociation, c'est une négociation au sein du monde politique. C'est une négociation intense et très incertaine jusqu'à la stabilisation de l'entité politique qui va porter le projet, c'est-à-dire jusqu'à ce que le syndicat soit mis en place. Cette négociation, son résultat, c'est le centrage sur une solution et la constitution de l'organisation qui va porter le projet. S'il fallait qualifier cette négociation, on s'aperçoit qu'il s'agit de toute une série de négociations multipartites. C'est des dizaines de maires, de conseillers généraux, le député, de sénateurs, etc., plus les fonctionnaires qui les conseillent et leur posent les dossiers techniques. Ça va être des négociations directes, mais souvent discrètes. Certaines collectives, d'autres au contraire extrêmement distribuées, des déjeuners, des coups de fil, des mon cher ami, etc. Les études sur les solutions, les aspects techniques sont pris en compte, mais pas forcément décisifs, parce que les aspects politiques sur le territoire sont très très importants dans ces négociations. Donc on a bien affaire à un certain type de négociation. Donc je continue à dérouler la cartographie là, de Laurence et Dubien. Une fois que le syndicat est constitué, eh bien, il va y avoir une deuxième négociation, c'est-à-dire que le président du syndicat mixte va prendre son bâton de pèlerin et va essayer de trouver un maire qui va être d'accord pour accueillir l'incinérateur. Il ne peut pas demander à tous les maires parce qu'il y a besoin que ce soit quand même une commune qui soit suffisamment bien située, c'est-à-dire que les trajets des camions ne soient pas trop longs, qu'elles soient un peu pas trop loin du barycentre en tout cas, du territoire d'approvisionnement de l'incinérateur. Alors cette négociation-là, elle va être tout à fait différente de la précédente. C'est une négociation à 2 acteurs. C'est une négociation qui va être discrète, voire secrète, parce que si elle s'ébruite, il risque d'y avoir des problèmes. C'est une négociation qui va porter sur des questions de compensation
et de garantie pour les habitants. Avec ce détail hautement problématique, c'est que légalement, il ne peut y avoir aucune compensation explicite. C'est-à-dire que le syndicat mixte, il n'y a pas de cadre juridique qui l'autorise à payer de l'argent à une commune pour qu'elle accueille le projet. Et donc, ce que la commune va en tirer, ça va être uniquement, par exemple, des retombées fiscales, mais dans le cadre de la réglementation fiscale. Il n'y a aucune négociation explicite possible là-dessus. Donc, s'il y a des compensations, ça va être forcément des compensations informelles, du genre, oui, on va aussi être amené à localiser la piscine intercommunale, et donc peut-être que ce ne serait pas idiot de la mettre dans votre commune. Mais ça ne va jamais être explicite, mais ça fait partie de cette négociation. Et donc, on va déboucher sur un accord entre le maire et le président du syndicat mixte. Une fois que ça c'est fait, le syndicat va engager la négociation avec un exploitant, via un appel d'offres ou quelque chose de ce genre-là. Mais qu'on passe ou pas par un appel d'offres, on va se retrouver dans une négociation extrêmement technique avec une société dont le métier est de fabriquer des installations d'incinération. C'est une négociation très complexe entre professionnels. Donc d'un côté, les fonctionnaires des collectivités territoriales concernées, donc des ingénieurs. De l'autre côté, les ingénieurs et commerciaux des grandes sociétés, genre Veolia ou Suez ou autres, qui font ce genre d'installation. Et donc là, on va avoir comme résultat le dimensionnement, la conception, le niveau et le dimensionnement, c'est combien de tonnes de déchets par an l'incinérateur doit être capable de traiter. Et combien de tonnes de déchets le syndicat s'engage à fournir pour que la rentabilité puisse être établie. Parfait. Sauf que, entre-temps, on va se retrouver avec sur les bras une autre négociation. C'est-à-dire que, entre-temps, les habitants de la commune pressentie se sont aperçus que leur maire avait donné son accord pour un projet d'incinérateur, et du coup, les habitants vont en général s'opposer. Et donc, là, on est dans une négociation encore tout à fait différente, c'est-à-dire une négociation qui commence comme un affrontement, et qui va avoir pour but d'essayer de régler le conflit, l'affrontement. Donc cette négociation-là, elle est intense, elle est spectaculaire, elle passe par des périodes de paroxysme ou de pic aux étapes clés de la procédure. Et son but, c'est une remise en discussion du choix qui pourtant a été pris en amont. Au centre de cette négociation, il y a les inquiétudes environnementales de la population, sur la santé, mais aussi sur les passages de camions, sur toutes sortes de facteurs. Soit dit en passant, un des résultats de l'étude de Laurent Sédubien, c'est de montrer que les arguments sur la santé occupent une place centrale, non pas parce qu'ils constituent forcément la préoccupation principale des populations, mais c'est parce qu'ils sont les seuls arguments que les décideurs institutionnels ne peuvent pas écarter d'un revers de manche. Hein, si quelqu'un vous dit je ne suis pas d'accord pour avoir 100 camions par jour qui passent devant ma maison, vous pouvez lui répondre bah, écoutez, il faut bien qu'il passe devant chez quelqu'un, puisque de toute façon, il faut éliminer les déchets. Par contre, si quelqu'un vous dit je ne suis pas d'accord pour que mes enfants respirent de l'air avec de la dioxine dans la cour de l'école, bah là, vous êtes mal fondé. Et donc, si quelqu'un ne veut pas voir passer 100 camions devant chez lui, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et ne veut pas que la valeur de sa maison perde 20% du jour au lendemain parce qu'il y a un incinérateur qui s'est installé à côté, eh bien, on peut comprendre aussi qu'il s'appuie sur des arguments de santé. En tout cas, on a là une négociation qui va être décisive, puisque dans certaines des études de cas de Laurent Sédubien, eh bien, on s'aperçoit que finalement, l'opposition des habitants a fait capoter l'accord de la commune, et donc il a fallu chercher une deuxième commune, ou que dans d'autres cas, les habitants ont réussi à faire casser l'arrêté préfectoral d'autorisation à un stade ultérieur de la procédure, et que là encore, il a fallu rechercher une autre solution.
Donc, voilà encore un autre type de négociation. Alors dans la cartographie, on trouve une autre petite flèche un peu étonnante qui est la négociation entre le commissaire enquêteur et l'exploitant qui va construire l'incinérateur. Alors cette négociation, elle ne devrait vraiment pas exister puisque la procédure ne prévoit absolument aucune négociation là-dessus. La responsabilité du commissaire enquêteur, c'est de recueillir les remarques du public dans l'enquête publique, d'en faire une synthèse qui va être l'avis du commissaire enquêteur, avis qui va être transmis au préfet, et sur la base duquel le préfet va ou pas donner l'autorisation préfectorale de construire l'incinérateur. Or, en réalité, on s'aperçoit que dans chaque cas, le commissaire enquêteur a pris l'initiative d'ouvrir une négociation avec l'exploitant et le préfet. Pourquoi? Tout simplement parce que le commissaire enquêteur, il a derrière lui les avis du public, les attentes du public, etc. Il a devant lui les porteurs du projet. Et donc, il y a une tension qui s'installe et que le commissaire enquêteur va essayer de diminuer par une négociation avant son avis. De telle sorte que il puisse, par exemple, rendre un avis positif mais réservé avec des réserves. Des réserves, ça peut être sous réserve qu'il y ait un filtre anti-pollution plus performant que celui qui est prévu dans le projet et que le plan de circulation des camions soit modifié avec création de 400 mètres de routes nouvelles plus loin des habitations pour diminuer les nuisances. Bien sûr, il va essayer de s'assurer avant que les porteurs de projet sont susceptibles de prendre ça en compte, de manière à ce que la décision ne se bloque pas. Et donc, c'est dans cette négociation-là, discrète, que vont se négocier une partie des atténuations des impacts négatifs, sociaux ou environnementaux du projet. Ensuite, on se retrouve à un stade dans lequel nous avons maintenant l'autorisation préfectorale, un exploitant. Maintenant, il faut concrétiser le projet d'incinérateur. À ce stade-là, on va avoir un tour de table de négociation financière et techniquement plus détaillé encore que sur le projet de l'enquête publique. Donc là, à quoi elle ressemble cette négociation? C'est une négociation qui n'est pas publique. Là encore, entre des professionnels, mais cette fois-ci, il n'y a pas une domination aussi nette que dans la première négociation avec l'exploitant de l'aspect technique ou ingénierique. Cette fois-ci, les spécialistes de la finance, du droit, des politiques publiques vont être plus nettement impliqués. Dans un des cas qu'ils ont étudiés, par exemple, la négociation a bien redéfini les conditions du projet parce que l'exploitant avait obtenu des élus que les élus s'engagent à fournir 80 000 tonnes de déchets par an, ce qui lui permettait d'équilibrer économiquement son exploitation. Et au moment du tour de table financier, l'exploitant et les élus demandent une subvention à l'agence de la maîtrise des déchets et des économies d'énergie, une subvention pour mettre en place l'incinérateur. Et là, l'agence arrive dans le tour de table de négociation financière et explique la chose suivante, elle leur dit voilà, vous ne pouvez pas avoir ceinture et bretelles. C'est-à-dire ou bien les élus ont un engagement de volume qui supprime tout risque pour vous, vu les pénalités qui lui sont associées, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas nous demander de faire une subvention, ou bien nous, on vous apporte une subvention pour couvrir un risque, pour faire avancer la politique des déchets, mais dans ce cas-là, il faut bien que vous assumiez une partie du risque qui est couvert par la subvention. Et donc là, dans ce cas-là, il y a eu une renégociation nette des engagements de volume dans la perspective d'obtenir une subvention. Une fois que ce tour de table financier est réalisé, eh bien, on peut aller au bout, c'est-à-dire la construction, puis la mise en service de l'incinérateur.
Alors, quels sont les enseignements que j'en tire? D'abord, dans le cours sur la négociation, j'ai pas mal insisté avec les différents auteurs sur le fait qu'il y avait toutes sortes de négociations multilatérales, publiques, cachées, etc. Là, quand on fait la liste des négociations qui ont lieu dans ce cas, on s'aperçoit qu'on peut les qualifier de manière assez précise. En fait, ça permet de se rendre compte que dans ce processus de décision, il y a différentes négociations dont chacune a des caractéristiques qu'on peut analyser de manière très utile pour comprendre leur dynamique, leurs enjeux, et donc pour mieux les analyser et mieux les conduire. Le deuxième constat qui est assez extraordinaire, c'est que la procédure pour construire un incinérateur ne prévoit absolument aucune négociation. Elle prévoit des actes administratifs, juridiques, techniques, économiques, constituer un syndicat, choisir un exploitant, identifier un site. Aucun de ces actes n'est affiché comme contenant la moindre négociation. Mais en fait, dans ce cadre-là, pour que les choses fonctionnent, il faut faire des négociations pour les faire fonctionner. Et donc, on a une procédure qui ne prévoit pas de négociation, mais il y a des négociations qui sont nombreuses, diverses, intenses, et tout à fait décisives sur le résultat de la procédure, c'est-à-dire l'acceptation de l'incinérateur, par exemple, ou sur sa taille. Et donc, la procédure et les situations induisent la négociation. Et c'est une des choses que je trouve passionnantes dans la négociation, c'est que sur les problèmes d'environnement, on nous parle toujours d'institutions, de procédures, de règles, etc., etc. Mais dans la réalité, ces choses-là ne fonctionnent que par les négociations qui sont induites par le cadre, par les rapports de force, par les conditions pratiques dans lesquelles se posent les problèmes. D'où l'intérêt de voir le côté négociation. D'une certaine façon, on peut dire que la négociation ne se décrète pas, mais à un moment donné, elle s'impose dans une situation pour faire avancer l'action. On a aussi déjà un élément de réponse sur le côté décisif de la négociation. Vous vous rappelez que dans une séance antérieure du cours, je vous avais parlé des différents rôles que la négociation pouvait jouer, parce qu'elle permettait de gérer les moments indifférenciés dans la décision. Par exemple, avant que le syndicat mixte existe, on est dans une indifférenciation. On ne sait pas qui va être membre ou pas, qui a envie d'être membre ou pas, quel est le bon périmètre, etc. Dans cette indifférenciation, la négociation est le mode approprié de discussion. De la même manière, une fois que les habitants d'une commune se sont opposés et ont fait capoter le projet, on se retrouve dans l'incertitude et dans l'indifférenciation, et hop, on va réouvrir la négociation avec une autre commune, etc. Et donc là, on retrouve certains des rôles que je vous avais listés dans la séance précédente, par exemple l'initialisation du projet et du processus de décision, des ajustements formels, par exemple la négociation sur le tour de table financier, celle-là, elle est prévue comme un ajustement formel entre les acteurs qui vont signer les conventions de financement. Il va y avoir aussi des ajustements informels, par exemple les garanties données aux maires qui acceptent, etc. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que l'action en faveur de l'environnement, si on agit pour avoir certains outcomes environnementaux, ça va effectivement passer par la négociation, mais le lien va être complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas directement une négociation qui va donner l'outcome environnemental. La négociation va infléchir le processus de décision et va avoir un effet sur son résultat, mais pas du tout de manière simple. Il va falloir à la fois comprendre chaque négociation, mais aussi comprendre l'ensemble du processus de décision. Laurent Sédubien donne une autre présentation graphique qui est assez amusante, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de montrer comment les différentes négociations qu'ils avaient identifiées étaient en relation les unes avec les autres. Alors, et donc ils appellent ça un système de négociation. On ne va pas rentrer de nouveau dans la définition de chacune des négociations, c'est les mêmes qu'on a vues dans le diagramme précédent.
moi j'ai une remarque sur ce schéma, c'est qu'en fait, il fait un peu comme si les négociations entraînaient des négociations, mais il ne prend pas en compte d'autres aspects comme les conflits, les moments de coopération, disons, il ne prend pas en compte l'ensemble de la configuration de composition. Hein, ce que je vous avais introduit dans une séance précédente sur les relations entre conflits, négociations et coopération. Par contre, il introduit une idée très intéressante sur le rôle de la négociation en disant, voilà, certaines de ces négociations sont décisives parce qu'elles conduisent à concevoir la solution, à définir la solution. Hein. On va définir un périmètre, choisir l'incinération comme solution, dimensionner l'incinérateur et choisir un type de filtre anti-pollution. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent des négociations de définition. On pourrait aussi bien les appeler des négociations de conception. Et puis, il y a toute une autre série de négociations qui sont des négociations d'acceptation. Elles ne portent pas sur la conception du projet ou la définition des solutions, mais sur l'acceptation ou pas des solutions qui sont proposées. Donc je pense que cette distinction-là, elle est vraiment d'une grande portée et on la retrouve dans énormément de processus de décision. Une autre conclusion que j'en tire, qui me paraît très importante pour les étudiants, c'est le fait que les différents professionnels qui sont impliqués dans ce type de projet, mais ce serait vrai pour n'importe quel type de projet, hein, si on parlait d'éoliennes, de routes, de stations d'épuration, de parcs nationaux, de tout ce qu'on veut, ces professionnels vont avoir à devenir en fait des professionnels d'un certain type de négociation. Par exemple, l'élu qui va être à la base de la constitution du syndicat mixte, ben c'est un métier qu'il a mis 10 ans, 20 ans à apprendre, comment négocier avec les autres élus, comment se fabriquer un réseau, un carnet d'adresses, etc. C'est une vraie spécialité pointue. L'ingénieur chef de projet dans la société qui conçoit des incinérateurs, ça aussi c'est un métier très pointu. Vous imaginez cet ingénieur qui est responsable du projet. Des projets comme ça, il en a peut-être un ou deux par an, qui vont durer chacun pendant 5 ans ou même plus. Et donc l'enjeu est à chaque fois énorme, c'est des dizaines de millions d'euros. Donc lui, son métier, c'est d'être devenu un professionnel de ce type de négociation, qui ont un certain type de contenu technique, un certain cadre juridique et un certain code avec certains types d'interlocuteurs. Même démonstration pour le maire de la commune, hein, qui doit savoir gérer les négociations avec ses habitants, le conseiller du préfet, qui va se retrouver à devoir le briefer sur oui ou non, est-ce que c'est une bonne idée de signer l'autorisation préfectorale. Bien, le conseiller du préfet, lui, c'est aussi un métier. Jauger les oppositions, se demander comment je peux obtenir l'accord d'un tel ou d'un tel, qui il faut que j'aille écouter ou appeler pour comprendre ce qui se passe. Même chose pour les fonctionnaires qui allouent les fonds publics, les subventions. Donc, ce que je trouve, c'est une des leçons que je tire de l'étude de cas qui est très intéressante, c'est que jusque-là, on a parlé un peu in abstracto des théories de la négociation, mais là, on se rend compte que on peut spécifier beaucoup les différents types de négociations en se penchant sur les processus d'action et de négociation, et ensuite se dire, ben voilà, devenir un professionnel ou un spécialiste de l'environnement, c'est choisir un type de rôle et donc devenir un spécialiste, un expert pour mener un certain type de négociation ou participer à un certain type de négociation. Et le cas, je trouve, aide à mesurer l'ampleur du défi, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un vrai apprentissage. Ça ne s'improvise pas de conduire la négociation sur un projet d'incinérateur à 10 ou 20 millions d'euros qui va durer 5 ans. Donc, en fait, la théorie de la négociation, elle va être à mobiliser en contexte pour des négociations qu'il faut identifier à l'intérieur de ces processus complexes d'action et qu'on va caractériser. Et ça va être des outils un peu différents qu'on va mobiliser à chaque fois. Du coup, au terme de ce premier cas, juste quelques enseignements intermédiaires. On voit l'importance de replacer les négociations dans les processus de décision. On voit que les rôles de la négociation sont décisifs, mais souvent
discret, informel, en tout cas pas forcément très facile à caractériser. Et puis on voit qu'il est indispensable de coupler l'analyse de chaque négociation avec l'analyse du processus plus large, parce que le résultat environnemental, il se joue très rarement dans une négociation, il se joue au terme de l'ensemble du processus, mais pour faire bouger l'ensemble du processus, il faut faire bouger une négociation. Et donc il faut lire ensemble, on y reviendra plusieurs fois, l'analyse d'une négociation et puis l'analyse des processus plus larges sur lesquels elle va avoir un impact et qui vont déterminer le résultat environnemental. Donc peut-être qu'on peut avoir un temps de discussion. Ça vous paraît clair ? Ça me semble assez clair et enfin, on ne peut pas non plus... La vision simpliste de la chose, c'est de penser que tout le processus va être dominé par la technique pure, et, parce qu'en fait, si tant est qu'on puisse décréter de caractère objectif, enfin, objectif avec tous les guillemets qu'on veut, et précis qui permettrait de choisir, construire un incinérateur, c'est la meilleure décision possible, etc. Tout ce processus, on pourrait le réduire à juste une pure décision technique avec une risque ou bénéfice simple. Donc bien entendu, c'est assez clair que déjà le choix des critères est complexe, le choix tous les acteurs ne vont pas être d'accord, mais rien que le choix du critère va être sujet de négociation. Donc, oui, effectivement, c'est pour ça que ça semble se tenir dans le... Voilà, donc en fait, la décision par optimisation technique ou technico-économique, elle est une lecture abstraite et simplifiée, et pour la transposer dans le monde réel, il faut rajouter d'autres dimensions de complexité, et là, la négociation, à mes yeux en tout cas, il y a d'autres dimensions, la dimension juridique et tout, mais la négociation est vraiment un élément clé pour comprendre comment ça se passe en réalité. Même si je pense que c'est aussi une des armes, une arme que, par exemple, l'ingénieur chef de projet va pouvoir mettre en œuvre et utiliser pour dire mais regardez comme ce projet est formidable, on pollue moins que d'autres solutions. Mais oui, alors en fait ça c'est un point important, c'est que la négociation n'évacue pas du tout les questions d'optimisation technico-économique. Simplement, elles les reprennent dans un cadre élargi où on discute les critères, où on rajoute d'autres critères, etc. et où d'autres choses vont se jouer en plus. On va retrouver ce thème-là, le thème que en fait les gens il y a des gens, des chercheurs ou des commentateurs, ou même des acteurs, qui disent puisque ça n'est pas un processus de choix d'optimisation technico-économique, allons-y à fond, c'est un processus politique et les questions techniques ne sont pas importantes. Et on va voir que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La question, c'est bien celle de conserver les préoccupations techniques sur l'environnement, sur les projets, etc., mais avec un plus grand réalisme sur leur insertion dans les dynamiques sociales d'action et de décision. D'autres remarques ? Je me demandais aussi comment ça se passerait dans le contexte où on a un pouvoir démocratique un peu moins fort. Enfin, je me demande comment en Chine, par exemple, un projet d'incinérateur, ça se négocierait, puisque je suppose que la vie de la population est quand même... C'est dans ces cas-là, pour le coup, on n'arrive pas à des situations où le problème est réduit à une négociation politique vaguement en amont qui répond à un besoin. Alors sur ce thème-là, il y a à mon avis, une des ressources très intéressantes, c'est les travaux de sociologie politique et de sociologie administrative sur la manière dont les décisions se prenaient en France, pour être schématique, avant 1980. Et en fait, le constat qui a été fait, c'est que même dans un régime très étatique, il y a quand même des négociations. C'est-à-dire que si on imagine un pays très hiérarchisé, autoritaire, la Chine étant le modèle contemporain de ça, même dans ce cadre-là, on va avoir, à l'échelle d'une ville par exemple, des responsables politiques et administratifs
du quartier qui va recevoir l'incinérateur. Mais ces responsables politiques et administratifs, ils ont une double responsabilité. Ils ont une responsabilité qui est d'assurer des relations correctes entre les autorités publiques et les habitants. Donc ils ne peuvent pas trahir complètement les habitants. Et puis, ils ont aussi pour responsabilité de servir de courroie de transmission aux instructions des autorités publiques. Donc, dans tous les pays un peu pyramidaux, leur rôle n'est pas juste d'être courroie de transmission, parce qu'ils sont aussi le seul moyen par lequel les autorités centrales peuvent articuler leur action avec les intérêts locaux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ces notables locaux vont se retrouver au croisement entre l'expression des attentes de la population et la transmission des instructions. Et du coup, ils vont eux-mêmes devenir des porteurs d'une négociation par rapport au pouvoir central. Mais cette négociation, elle va avoir lieu à l'intérieur des organisations administratives, entre fonctionnaires territoriaux, par exemple, et fonctionnaires nationaux à l'échelle d'un royaume ou d'un régime X ou Y, qui est un peu pyramidal dans son organisation. Ce qui va changer, c'est la manière dont ces négociations se déroulent, dont elles sont visibilisées ou pas, et puis évidemment la facilité avec laquelle des habitants peuvent intervenir ou pas. Mais des systèmes dans lesquels il n'y a aucun moyen de retour des habitants du tout sur le régime, c'est très extrême. Dans la plupart des cas, il y a des ajustements réciproques.